La crise syrienne semble désormais toucher à sa fin, avec les propositions de la Russie d'instaurer un désarmement des armes chimiques éventuelles de la Syrie sous un contrôle international, les États-Unis qui sont obligés d'accepter cette décision, et les menaces de frappe qui s'éloignent. Cela marque bien la fin de l'hyperpuissance américaine, bien sûr, et la construction d'un nouveau monde multipolaire. Un monde dans lequel la France aura du mal à se placer si elle joue aussi mal qu'elle a joué jusqu'à présent. Qui dit monde multipolaire dit fin du monde unipolaire. Les États-Unis ne sont plus l'hyperpuissance capable d'imposer sa volonté au monde. Alors bien sûr, ils ont toujours quelques vassaux, comme Laurent Fabius, qui dans une résolution à l'ONU veut encore accuser le régime syrien d'avoir envoyé des armes chimiques, alors qu'il n'en a aucune preuve, et que l'enquête n'est pas finie. Mais, de façon générale, les États dans le monde ont compris que les États-Unis n'ont plus les moyens, comme ils le faisaient dans les années 90, comme ils l'avaient fait en 2003 avec l'Irak, de décréter, sur des mensonges, par exemple de pseudo-armes de destruction massive, qu'ils vont aller bombarder un pays, le détruire et renverser son régime, sans l'aval de l'ONU et en toute illégalité internationale. C'est terminé. Barack Obama a dû se plier à la solution proposée par Vladimir Poutine. La Russie n'a plus l'intention d'être laissée dans l'ombre. Et d'autres puissances, la Chine, les puissances d'Amérique latine, les puissances du monde arabe, l'Iran, n'ont plus l'intention d'être ainsi reléguées au rang de subalternes ou de quantités négligeables dont on pourrait ignorer l'avis et les recommandations. Ce qui se dessine, c'est un monde multipolaire où finalement la Russie, la Chine, les États-Unis, les grandes puissances d'Europe, les grandes puissances du Moyen-Orient ou d'Amérique du Sud sont capables chacune de défendre leurs intérêts et de faire prévaloir finalement ce qu'on appelle la légalité internationale, où il n'y aurait plus une ou deux superpuissances capables d'imposer leurs lois au mépris des règles en vigueur à l'ONU. La France, quant à elle, elle a tout simplement joué la pire carte qu'elle aurait pu tirer. Alors je ne parlerai même pas du soutien traditionnel aux chrétiens d'Orient, aux alaouites, etc., qui ont été complètement oubliés, qui avaient été balayés déjà il y a bien longtemps sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande, mais on a franchi un cap dans le ridicule en nous mettant littéralement sous le drapeau américain. C'est-à-dire qu'on attendait que les États-Unis interviennent pour venir, on attendait l'autorisation du Congrès pour envoyer des troupes. La France est censée être la 4e, 5e, peut-être puissance militaire du monde. Est-ce que c'est bien glorieux pour une telle puissance d'attendre les ordres américains pour attaquer la Syrie? Et pour défendre quel intérêt? On ne sait pas trop. Parce que la France n'a jamais eu intérêt à ce que les rebelles syriens, majoritairement pro-islamistes et pro-anglo-saxons, l'emportent. Dans cette affaire, on peut dire que la classe politique française dans son ensemble a été lamentable. On a entendu quelques voix s'élever, à gauche et à droite, principalement Jean-Luc Mélenchon, Jean-Pierre Chevènement, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Dominique de Villepin, quelques esprits gaullistes, quelques hommes de gauche qui se sont élevés, bien entendu, contre à la fois l'injustice d'aller frapper un pays ainsi sans aval de l'ONU, le ridicule qu'il y avait à se placer à la remorque des États-Unis et le danger que cela pourrait représenter de soutenir les rebelles syriens. Mais dans l'ensemble, la classe politique française et la classe journalistique se sont ridiculisées. On oubliera ici Jean-François Copé, par exemple, qui se déclare d'abord pour l'intervention, puis contre, puis qui dit qu'il ne sait pas, qu'il pourrait approuver des frappes. Ce sont des questions de politique interne. On passera aussi sur Alain Juppé, qui s'est prétendu gaulliste et chiracien et qui aujourd'hui parle comme le pire des néoconservateurs. Mais on ne peut être que consterné de voir le pouvoir socialiste qui, comme d'habitude, se prépare à partir en guerre, comme d'habitude, sous l'égide des Américains, et qui adopte le langage des pires extrémistes néoconservateurs. On a quand même entendu Harlem Désir qualifier les pacifistes de munichois, en faisant un parallèle d'ailleurs tout à fait déplacé entre la Syrie et l'Allemagne hitlérienne. Avec une telle classe politique, la France semble avoir perdu tout ce qui faisait sa grandeur et qui pouvait représenter finalement
une voie différente à l'étranger. La France, c'était le pays du non-alignement, c'était l'allié fidèle mais non aligné sur les États-Unis. Tout ça a été oublié. Tout ce qu'on avait gagné en Irak en 2003 a été perdu. Aujourd'hui, on en est réduit à jouer le rôle du, comme on appelait Tony Blair en 2003, du caniche des États-Unis. Et d'ailleurs, les Britanniques n'ont pas manqué de le noter, trop contents d'être sortis de ce rôle et de voir la France y rentrer. Le choix de la France maintenant c'est simple. Soit elle profite de ses relations historiques avec le monde arabe, avec la Russie, avec la Chine, même avec les États d'Amérique du Sud ou avec l'Inde, pour construire dans ce monde multipolaire une nouvelle image, une nouvelle diplomatie qui lui permettrait de parler avec chacun, de négocier avec chacun et de défendre ses intérêts au mieux. Soit elle se résout à s'aligner sur les États-Unis, à devenir un petit maillon du pôle occidental et finalement à disparaître de la scène diplomatique.